J'ai tué mon meilleur ami d'une balle en plein cœur, dans le sous-sol humide d'une cave à vin abandonnée à Montmartre, et pendant qu'il agonisait sur le sol pavé de bouteilles brisées, il m'a murmuré « C'était pour ton bien, Alexandre ». J'ai empoisonné la carrière de ma femme en divulguant ses secrets les plus intimes à la presse People de Paris, la transformant en paria social au verdict, et elle m'a regardé avec des yeux qui hurlaient « Tu étais mon ombre, pas mon bourreau ». Et le plus fou, j'ai pris la faute pour un meurtre que je n'ai pas commis, 10 ans plus tôt, pour protéger l'homme qui m'a tout volé, mon manager, mon mentor, mon frère de cœur. Parce que, au fond, la vengeance n'est pas une ligne droite, c'est un labyrinthe où l'on se perd soi-même. Paris, cette ville des lumières qui cache tant d'ombres, m'a vu naître et renaître dans le sang et les mensonges. J'ai 45 ans maintenant, et si je ferme les yeux, je revois encore le jour où tout a commencé. Une embauche anodine chez l'Étoile Lumière, une multinationale du luxe installée dans le 8e arrondissement, avec ses bureaux vitrés surplombant les Champs-Élysées. Mon manager, Étienne Duval, m'avait recruté sur un coup de tête, après un dîner arrosé de Bordeaux chez lui, dans son appartement haussmannien du Marais. « Alexandre, tu es l'homme qu'il me faut », m'avait-il dit, les yeux brillants d'une complicité que je prenais pour de l'affection fraternelle. Il ignorait, ou feignait d'ignorer, que j'étais déjà marqué par un passé trouble. Une condamnation pour escroquerie mineure, effacée grâce à un avocat véreux payé par ma famille ruinée de province. Le service juridique a lu l'email de mon manager, puis a demandé s'il avait seulement le droit de m'embaucher. C'était un simple courriel interne, banal comme un café au lait matinal, où Étienne justifiait mon contrat en invoquant des compétences exceptionnelles. Mais les juristes, ces gardiens zélés du Code du travail français, ont fouillé plus profond. Ils ont exhumé mon dossier judiciaire, ce fantôme que je croyais enterré sous les pavés de la Seine. Soudain, les murs de verre de l'Étoile Lumière se sont refermés sur moi comme une nasse. Étienne, ce traître au sourire carnassier, a nié en bloc « Je n'en savais rien, messieurs. Une erreur de casting, voilà tout ». Et moi, idiot que j'étais, j'ai cru à sa panique feinte, à ses excuses murmurées dans les couloirs. « On va arranger ça, mon vieux. C'est la bureaucratie, ces chiens de garde. » Mais la trahison ne s'arrête pas à un email maladroit. Elle s'enracine plus profond, comme les racines d'un vieux chêne dans le sol argileux de la Bourgogne. 10 ans avant cette embauche fatale, Étienne et moi partagions une vie de bohème à la Sorbonne. Étudiants en droit et en littérature, nous étions inséparables. Des nuits blanches à débattre de Balzac et de la justice sociale, des verres de pastis au zinc des bistrots de Saint-Germain-des-Prés. C'est lui qui m'a initié aux arcanes du pouvoir, à ces réseaux occultes où les fils de bonne famille comme lui tissent leur toile. Mais un soir d'hiver 2015, lors d'une fête masquée dans un hôtel particulier du 7e, tout a basculé. Une jeune femme, Claire, ma Claire, celle que j'aimais depuis nos années lycée à Lyon, a été trouvée morte dans une chambre, une overdose de cocaïne mélangée à du champagne. Officiellement, un accident. Mais je savais la vérité. Étienne l'avait poussée, littéralement et figurativement. Il l'avait draguée, elle avait refusé, et dans un accès de rage alcoolisée, il lui avait fourré la paille dans la gorge, la forçant à sniffer jusqu'à l'asphyxie. J'ai couvert pour lui. J'ai juré aux flics que c'était moi qui avais fourni la drogue, un mensonge pieux pour protéger mon ami, pour ne pas briser la famille Duval, ces banquiers influents qui finançaient nos études. J'ai passé 6 mois en détention provisoire à la Santé, des nuits hantées par les cris des détenus et l'odeur de pisserance. Étienne m'a visité une fois, m'a glissé un chèque et une promesse, « Je te rembourserai, Alexandre. Un jour, tu seras à mes côtés au sommet. » Libéré sans suite, grâce à un vice de procédure orchestré par son père, j'ai sombré dans l'oubli, un fantôme errant dans les banlieues grises de Nanterre, tandis qu'il gravissait les échelons, épousait une héritière et devenait le golden boy de l'Étoile Lumière. Année après année, la rancune a fermenté en moi comme un vin aigre. J'ai reconstruit ma vie, un mariage avec Sophie, une galeriste aux yeux verts et au tempérament de feu, une fille prénommée Élise qui dansait déjà le ballet à l'opéra. Mais Étienne réapparaissait toujours, comme un fantôme bienveillant, un appel pour un job freelance, un dîner où il vantait mes talents dormants. L'embauche chez l'Étoile Lumière était censée être ma rédemption. Au lieu de ça, elle a été le déclencheur. Quand le service juridique m'a convoqué, un bureau stérile avec vue sur la tour Eiffel, 2 avocats en costume 3 pièces me toisant comme des inquisiteurs. J'ai vu Étienne dans le couloir, évitant mon regard. Il m'avait vendu. Pas par malveillance évidente, mais par calcul froid. Mon dossier salirait son CV impeccable s'il était révélé qu'il m'avait embauché sciemment. Mieux valait me sacrifier, me renvoyer avec une indemnité ridicule et effacer l'erreur. Ce soir-là, rentré chez moi dans notre appartement du 6e, près du jardin du Luxembourg, j'ai pleuré pour la première fois depuis la mort de Claire. Sophie m'a trouvé effondré sur le parquet ciré, une bouteille de Calvados à la main. « Qu'est-ce qui t'arrive, mon amour » a-t-elle murmuré, ses doigts effleurant ma nuque. Je lui ai tout raconté, l'email, le renvoi imminent, et pour la première fois,
le secret de Claire. Ses yeux se sont agrandis, un mélange de compassion et de dégoût. Tu as protégé un monstre, Alexandre. Et maintenant, il te bouffe. Elle avait raison. Sophie, avec son esprit vif forgé par les vernissages et les intrigues artistiques, a vu clair. Étienne n'était pas un ami, mais un parasite. Et moi, j'étais son hôte consentant. La vengeance a germé cette nuit-là, dans l'ombre des rideaux de velours. Pas une explosion brute, non, ça serait trop américain, trop vulgaire. Non, une vengeance à la française, subtile, empoisonnée, tissée de mensonges et de demi-vérités, comme un polar de Simenon où le crime est commis avec un sourire. J'ai commencé par fouiller. Des nuits entières passées sur mon ordinateur portable, un m'accusé acheté d'occasion au marché aux puces de Saint-Ouen. J'ai hacké l'email d'Étienne, un mot de passe ridicule, son anniversaire et le nom de son chien, Duvel. Là, j'ai trouvé l'or noir, des échanges avec Sophie. Oui, ma Sophie. Depuis 6 mois, ils se voyaient en secret, des rendez-vous dans des hôtels discrets de la rive gauche, des mots doux qui me transperçaient comme des lames. « Tu es la flamme que Alexandre n'a jamais su allumer », lui écrivait-il. Elle répondait, « Il est si prévisible, si enchaîné à son passé. Toi, tu es libre. » Le choc m'a plié en deux, vomissant dans l'évier de la cuisine. Phénix ou Minotaure? J'ai oscillé. Tuer Étienne sur le champ? Non, trop facile. Ruiner Sophie? Elle était complice, mais c'était ma femme, la mère d'Élise. Non, la vraie cible était le pacte lui-même, ce silence qui m'avait enchaîné. J'ai compilé les preuves. Capture d'écran, enregistrement volé via un micro glissé dans la voiture d'Étienne lors d'un déjeuner d'affaires. Puis, j'ai contacté un journaliste freelance, un renégat du Canard enchaîné que j'avais croisé à une expo. Une histoire juteuse, trahison au sommet du luxe français, adultère, et un meurtre couvert il y a 10 ans. Il a mordu à l'hameçon, publiant un article anonyme dans Le Monde, l'étoile lumière, ombre et lumière d'un scandale oublié. L'effet a été électrique. Les actions de l'entreprise ont chuté de 15% en une matinée, les actionnaires hurlant au scandale. Étienne a été suspendu, interrogé par la police judiciaire. C'est limier en trench coat qui sentent le tabac froid. Il m'a appelé, paniqué. « Alexandre, c'est toi? Dis-moi que ce n'est pas toi. » J'ai ri, un rire creux comme le vent dans les catacombes. Tu m'as embauché sans savoir, hein? Eh bien, moi, je sais tout. Sophie, elle, a craqué la première. Un appel larmoyant, jurant que c'était une erreur, une faiblesse passagère. Mais ses yeux, quand je l'ai confrontée dans notre salon au mur tapissé de livres jaunis, trahissaient le mensonge. Tu l'as toujours aimé plus que moi, ai-je dit. Elle a nié, mais ses mains tremblaient. Le premier acte de ma revanche était posé, financier, public. Mais le vrai venin coulait plus profond. J'ai décidé de le faire plier, de le forcer à avouer. Une lettre anonyme à sa femme, avec photo floue de leurs étreintes. Elle l'a quitté le lendemain, emportant leurs 2 fils et la moitié de la fortune familiale. Étienne s'est effondré, buvant du cognac pur dans son bureau déserté, ses costumes sur mesure froissés comme des peaux mortes. Il m'a contacté via un intermédiaire, un prêtre de Notre-Dame que nous connaissions tous deux. Rencontrons-nous. Je veux tout réparer. Nous nous sommes vus dans un café obscur de Belleville, sous la pluie fine d'octobre qui rend Paris si mélancolique. Il était vieilli, des cernes comme des ecchymoses, son arrogance fissurée. J'ai merdé, Alexandre. Claire. C'était un accident. Et Sophie, c'était pour te réveiller, pour te pousser à vivre. Tu étais si stagnant. Ces mots me brûlaient. Stagnant? J'avais pris la faute pour lui, sacrifié ma jeunesse pour son silence. Tu m'as utilisé comme un bouc émissaire, Étienne. Et maintenant, je te rends l'appareil. Il a supplié, offert de l'argent, un poste fictif. J'ai refusé. Au lieu de ça, j'ai glissé une enveloppe, des copies du dossier Claire, remis à un procureur zélé que j'avais grassement payé. La police a frappé à sa porte 2 jours plus tard. Accusé de meurtre non prescrit, en France, le délai est long pour les âmes damnées comme lui. Étienne a été placé en garde à vue. Les journaux titraient « Le Golden Boy du luxe face à son passé sanglant ». Sophie m'a quitté, emmenant Élise en Provence chez ses parents, me laissant un appartement vide qui résonnait comme une crypte. Étais-je victorieux? La vengeance goûtait la cendre. Mais le twist, le twist qui hante encore mes nuits. Au tribunal, lors de l'audience préliminaire à Palais de Justice, un témoin inattendu s'est levé. Ma propre mère, une veuve discrète de Dijon que je n'avais pas vue depuis des lustres. Étienne n'a pas tué Claire, a-t-elle déclaré, la voix chevrotante. C'est moi qui l'ai fait. Pour protéger mon fils. Les murmures ont enflé comme une vague. Apparemment,
Claire était enceinte, de moi. Et ma mère, apprenant la liaison, avait confronté la jeune femme, la poussant à l'overdose dans un accès de fureur maternelle. Étienne avait couvert pour elle, pas pour lui-même. Et moi, j'avais pris la faute pour un innocent, protégeant un innocent qui protégeait ma propre chair. Le procès a viré au chaos. Étienne libéré, mais brisé, m'a affronté dans les couloirs gothiques du palais. Tu vois, Alexandre, on est tous des monstres. Ma mère, condamnée à perpétuité aménagée, m'a regardé depuis le box. Pardonne-moi, mon fils. C'était pour ton avenir. Sophie est revenue, suppliante, mais Élise me fuit, traumatisée par les gros titres. Ai-je gagné? La vengeance m'a libéré, mais à quel prix? Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses secrets enfouis, rit de mes illusions. Et moi, je marche seul sous la pluie, un fantôme parmi les lumières, me demandant si la trahison n'était pas, au fond, mon propre reflet. Les jours suivant l'article du Monde furent un tourbillon de chaos orchestré, un ballet macabre où chaque pas était calculé pour blesser sans laisser de traces visibles, du moins, pas au début. J'avais toujours admiré la précision des chirurgiens français, ceux qui incisent avec une élégance presque poétique, et ma revanche s'inspirait de cela. Une lame fine, un scalpel glissé entre les côtes. Assis dans mon bureau improvisé, l'ancien atelier de Sophie, avec ses toiles inachevées et l'odeur persistante de térébenthine, je passais des heures à cartographier la chute d'Étienne. Un tableur Excel banal, rempli de colonnes, cible, méthode, impact probable. C'était pathétique, presque comique, ce recours à la technologie yankee pour une vengeance si profondément gauloise. Mais l'efficacité prime sur le romantisme quand le cœur saigne. Première cible, sa réputation professionnelle. L'étoile lumière, cette forteresse de cristal et d'or, reposait sur l'image, des parfums qui sentaient la rose éternelle, des sacs à main cousus avec le fil des rêves bourgeois. J'ai infiltré leur serveur via un consultant IT corrompu, un neveu d'un ancien camarade de promo qui devait 50 000 € à des usuriers italiens. Pour 5 000 € et une promesse de silence, il m'a ouvert les portes numériques. Là, j'ai planté des virus, des fuites contrôlées de données clients, des emails falsifiés où Étienne ordonnait des pots de vin à des fournisseurs chinois. Rien de mortel, juste assez pour que les régulateurs de la DGCCRF, ces cerbères de la concurrence, débarquent avec leur mandat. Étienne a appelé, sa voix un mélange de fureur et de désespoir, comme un vin trop tannique qui gratte la gorge. C'est toi, n'est-ce pas? Ces conneries avec les Chinois, c'est du pipeau. J'ai feint l'innocence, ma voix calme comme la Seine au crépuscule. Moi, je suis juste un employé licencié, Étienne. Peut-être que ton karma te rattrape. Souviens-toi de Claire, dans cette chambre au miroir fêlé. Il a raccroché, mais pas avant un sanglot étouffé. Savourer sa douleur était un aphrodisiaque sombre. Je me surprenais à sourire dans le miroir, mais très tiré par des nuits sans sommeil, mes yeux injectés de sang comme ceux d'un maigret usé par trop d'enquêtes. Sophie, elle, était un nœud plus gordien. Notre mariage, autrefois un havre de rire et de vin rouge aux terrasses de Montparnasse, s'était mué en champ de mine. Elle rentrait tard, prétextant des vernissages, mais je sentais l'odeur de son aftershave à lui sur son écharpe de cachemire. Une nuit, après une dispute où elle m'avait lancé un Vasming héritage de son grand-père colonial, elle a craqué. Étienne m'a fait sentir vivante, Alexandre. Toi, tu es un mort-vivant, hanté par tes fantômes. Ces mots étaient des flèches empoisonnées, trempées dans la vérité. J'avais laissé le passé me ronger, négligeant nos dîners à 4, les balades d'Élise au bois de Boulogne. Mais au lieu de la confronter, j'ai choisi la subtilité. Une série d'anonymes à ses galeries, des rumeurs sur ses arrangements avec des collectionneurs douteux, insinuant du blanchiment d'argent via des œuvres d'art volées en Afrique. Les conséquences furent rapides. Une expo majeure annulée, des investisseurs fuyant comme des rats d'un navire coulant. Sophie m'a accusé dans un hurlement. « Tu me détruis. » Pourquoi? Un email stupide? Je l'ai regardé, son visage pâle sous le lustre en cristal, et j'ai répondu doucement « Non, pour Claire. Pour les années que j'ai perdues en tôle pour ton amant. » Elle a blêmi, réalisant que je savais. Comment? Les emails, ma chérie. Duvel, c'est un nom de chien ridicule pour un mot de passe. Elle s'est effondrée sur le canapé, pleurant comme une madeleine repentante. Pitié? J'en ai eu une once, mais la rage l'a balayée. J'ai pris Élise et je suis parti pour un hôtel près de la Bastille, laissant Sophie à ses regrets. Pendant ce temps, Étienne contre-attaquait, ce serpent. Il avait engagé un privé, un ex-flic de la BRDE aux méthodes brutales, pour me filer. Ils ont fouillé mon passé, exhumant non seulement Claire, mais aussi un petit trafic de contrefaçon que j'avais monté en sortant de prison. Des montres Rolex bidons vendues aux touristes de la Tour Eiffel. Une plainte pour diffamation contre le journaliste,
et soudain, c'était moi dans le viseur. Un article retaliatoire dans Valeurs Actuelles me peignant en vengeur pathétique d'un passé criminel. Les voisins du 6e me regardaient de travers, murmurant derrière leur porte cochère. La tension montait, un crescendo wagnérien dans l'air automnal de Paris, chargé d'ozone et de feuilles mortes. J'ai riposté avec une élégance vengeresse. Une donation anonyme à une association anticorruption, incluant des preuves d'un détournement mineur par Étienne, 200 000 € de frais de représentation fantôme. La presse a adoré, scandale au sommet, le luxe taché debout. Il a perdu son poste, officiellement pour raisons personnelles, mais les couloirs bruissaient de son humiliation. Il m'a envoyé un texto, « Rencontrons-nous. Dernière chance. » J'ai accepté, le cœur battant comme un tambour de la garde républicaine. Le rendez-vous était dans un bistrot caché du quartier latin, l'endroit où nous avions fêté notre diplôme il y a 20 ans. Il était là, avachi sur une banquette de moleskine rouge, une absinthe devant lui, l'anis amer comme son âme. « Alexandre, arrête ça. Tu vas nous détruire tous les deux. » Ses yeux, autrefois si vifs, étaient voilés par l'alcool. J'ai commandé un pastis, lentement, le regardant se dissoudre. « Nous? Il n'y a plus de nous, Étienne. Tu m'as jeté au loup pour ton CV. Et Sophie, elle était mon phare. » Il a ri, un rire cassé. « Sophie, elle s'ennuyait, mon vieux. Avec toi, c'est toujours le passé, les regrets. Moi, je lui ai offert l'avenir. » Ces mots ont allumé la mèche. J'ai sorti une clé USB, la posant sur la table comme une grenade dégoupillée. « Écoute ça. » C'était un enregistrement de lui, ivre, confessant le chantage sur Claire. Pas un meurtre, mais une pression pour qu'elle avorte, menaçant de ruiner ma famille si elle parlait. Il a pâli. « Où as-tu eu ça? » « Un cadeau du passé. Ton père l'avait gardé, au cas où. » « Je l'ai. » « À qui? » « Mensonge, bien sûr. C'était une fabrication habile, basée sur des bribes vraies. Mais il y a cru, le misérable. Qu'est-ce que tu veux? L'argent? Le poste? La vérité. Devant tout le monde. Il a secoué la tête, suppliant. Nous avons quitté le bistrot sous une averse torrentielle, marchant vers le pont des Arts, où les cadenas d'amoureux rouillés pendaient comme des chaînes. Là, sur le parapet, il a craqué. Claire. Je l'ai poussée, oui. Pas à mort, mais à bout. Elle voulait te dire pour l'enfant, et moi, j'avais peur que ça nous sépare. J'étais jaloux, Alexandre. De toi, toujours. Les mots ont coulé comme la pluie, libérant un poison vieux de 10 ans. J'ai sorti mon téléphone, enregistrant en secret. La vengeance n'était plus froide. Elle brûlait, un feu de joie funèbre. Mais alors que nous rentrions, trempés, un appel de Sophie, Élise a disparu. Elle a lu les journaux. Elle pense que c'est ta faute. Mon monde s'est fissuré. La revanche, ce monstre que j'avais nourri, dévorait maintenant ma chair. J'ai couru à travers les rues luisantes, criant son nom près des fontaines de la Concorde, tandis qu'Étienne s'évanouissait dans la nuit, un fantôme de plus dans la ville des ombres. La disparition d'Élise fut le pivot, le moment où ma vengeance, ce cheval emballé, se cabra et rua contre moi-même. Paris, cette hydre aux 1000 visages, avala ma fille de 12 ans comme un secret de plus dans ses venelles. Elle avait fui notre appartement du 6e au petit matin, laissant un mot griffonné sur du papier à lettres de l'école. « Papa, tu es un menteur comme eux. Je vais chez maman. » Ne me cherche pas, mais Sophie jurait l'ignorance, sa voix hystérique au téléphone. Elle n'est pas là. J'ai fouillé partout, les greniers, les jardins. Panique viscérale, un nœud dans les entrailles comme lors de ma garde à vue à la santé. J'ai alerté la police, ces bureaucrates en uniforme qui notent tout avec une lenteur exaspérante, promettant une enquête prioritaire. Code pour si elle n'est pas morte d'ici 48 heures. Les heures s'étirèrent en siècles. Je rôdais les boulevards, interrogeant les bouquinistes du quai Malaquais, les serveurs des brasseries où Élise aimait les crêpes au sucre. Rien. Mon esprit, ce traître, revenait sans cesse à Étienne. Avait-il orchestré ça? Un enlèvement pour me faire plier? Non, il était trop brisé pour ça. J'avais vu ses épaules voûtées sous la pluie du pont des Arts. Pourtant, la paranoïa s'insinuait, un brouillard londonien sur la Seine. Je contactai le privé qui l'avait engagé, un certain Moreau, voire rauque de trop de gauloise, et lui proposai un marché. Trouve ma fille, et j'efface tes dettes envers Étienne. Il accepta, grognant un d'accord, mais pas de flic. En attendant, je retournai à la source. Sophie. Notre confrontation dans sa galerie du Marais, entourée de toiles abstraites qui hurlaient leur chaos, fut un duel de regards. Elle, en robe noire moulante, les cheveux en bataille, pleurait sans mascara coulant, une dignité blessée. C'est ta faute, Alexandre. Tes mensonges, tes vengeances mesquines.
Élise t'idolâtrait, et maintenant elle te hait. Je l'attrapais par les épaules, mes doigts s'enfonçant dans sa chair douce. Et toi? Tes nuits avec lui, tes promesses chuchotées? Tu l'as trahi en premier. Elle se dégagea, giflant l'air. Étienne m'a aimé pour ce que je suis, pas pour un fantôme. Toi, tu vis dans le passé, avec Claire comme une sainte laïque. Ces mots ravivèrent le spectre. Claire, blonde aux yeux rieurs, étudiante en philosophie qui citait Sartre entre deux baisers volés dans les allées du Luxembourg. Sa mort m'avait stérilisé, rendu incapable d'aimer pleinement Sophie. Et si Étienne avait raison? Si ma stagnation était le vrai poison? Mais non, la trahison d'Étienne était un fait, gravé dans les emails et les souvenirs. Nous fouillâmes Paris ensemble cette nuit-là, une trêve fragile. Le Père-Lachaise où Élise aimait les tombes de poètes, les berges du canal Saint-Martin où les ados fument en cachette. À l'aube, épuisés, nous nous assîmes sur un banc près de la place des Vosges, la brume montant comme un linceul. « Je l'aime encore, tu sais, » murmura-t-elle. « Qui? » ?»« Toi, idiot. » Malgré tout. Un baiser, salé de larmes, mais empoisonné par le doute. Moreau appela à midi. Élise était chez une amie, une gamine de son cours de ballet, cachée dans un HLM de la Villette. Elle avait lu l'article sur Claire, pleuré des nuits entières, et fui pour punir papa le menteur. Je la serrai contre moi dans l'escalier graffitié, son corps frêle tremblant. « Pardon, ma puce. Papa est un idiot. » Elle sanglota. « Pourquoi tu as menti pour oncle Étienne? Il est méchant. » Comment expliquer à une enfant les pactes du silence, les dettes d'honneur tordues? Je promis la vérité, un jour. Sophie et moi la ramenâmes à la maison, une famille fissurée mais recollée à la va-vite, comme un vase-mine rafistolé. Mais la paix fut éphémère. 2 jours plus tard, un colis anonyme, une photo d'Élise à l'école, avec un message « Arrête, ou la prochaine fois, ce n'est pas une photo. » Étienne. Ce lâche avait externalisé sa peur. La rage revint, purifiée par la peur paternelle. J'organisai le chaos trao, une confrontation finale, pas dans un bistrot, mais dans la cave à vin où tout avait commencé. Non, pas celle de Montmartre, mais une réelle, abandonnée sous les arènes de Lutèce, vestige romain où Paris cache ses vices anciens. J'y attirai Étienne via un faux rendez-vous. J'ai les preuves contre moi. Viens seul. Il arriva, silhouette sombre dans la pénombre, une lampe torche balayant les fumoisis. L'air puait le terreau et le vin tourné. Alexandre, où es-tu? Ma voix émana des ombres, ici, frère. Pour le dernier acte. Je sortis, un revolver ancien, un manurin hérité de mon grand-père, résistant au pointé sur lui. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu vas me tuer? Pour ça? Pas tuer. Juste justice. À vous, pour Claire, pour Sophie, pour Limel. Il rit, hystérique. Justice? Tu es fou. Et si je te disais que Claire n'est pas morte? Le twist frappa comme un coup de poignard. Quoi? Il sortit son téléphone, une vidéo granuleuse. Claire, vivante, en 2016, dans un café de Lisbonne, parlant à la caméra. Alexandre, si tu vois ça, c'est que Étienne a tenu parole. J'ai simulé ma mort pour échapper à tout. L'enfant n'était pas le tien. Désolé. Mon monde implosa. Étienne avait payé son silence, l'avait exilé avec de l'argent. J'avais endossé un crime fictif pour rien. La trahison se retournait. J'étais le dupe, le clown d'une farce cruelle. Le revolver trembla. Tirer? Ou pardonner? Étienne s'approcha, main levée. Elle voulait te protéger de la vérité. Tu étais stérile, après une maladie d'ado. L'enfant était de moi. Rage aveugle. La détonation résonna, un écho dans les voûtes. Il s'effondra, du sang noir sur la pierre. Mais comme il agonisait, il sourit, twist final. J'ai tout planifié. La vidéo est un fake. Tue-moi, et tu portes le vrai crime. Le sang d'Étienne goûtait sur les dalles millénaires des arènes souterraines, formant des flaques sombres qui reflétaient la lueur vacillante de ma lampe. Je restais figé, le revolver encore chaud dans ma paume moite, l'odeur métallique se mêlant à celle de la terre humide. Paris, au-dessus, continuait son ballet indifférent, les klaxons sur le boulevard Saint-Germain, les rires des touristes au Louvre. Mais ici, dans ce ventre de la ville, le temps s'était arrêté, figé dans un tableau de Delacroix. La liberté guidant le peuple, ou plutôt la vengeance l'étranglant. Pourquoi? Murmurai-je à son corps inerte. Pas de réponse, juste un râle final, ses lèvres formant un « pardon » muet. La fuite fut instinctive, animale. J'essuyai l'arme sur sa chemise en lin, la glissai dans sa main raidie. Un suicide, ou du moins, c'est ce que j'espérais. Pas de traces.
J'avais enfilé des gants de latex volés à une pharmacie de la rue de Rivoli. Je remontais par l'escalier en colimaçon, émergeant près du jardin des plantes, où les serres brumeuses abritaient des orchidées exotiques indifférentes au drame humain. Mon cœur cognait comme un marteau-piqueur. Je vomis dans un buisson, l'acide remontant avec le goût du pastis de la veille. Rentré à l'appartement, je brûlais mes vêtements dans la cheminée. Un luxe haussmannien qui crépita joyeusement, dévorant l'épreuve comme un dragon bienveillant. Sophie me trouva effondré sur le lit, et Élise endormie dans la pièce d'à côté. « Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu sens la mort. » Ces mots, si littéraux, me firent rire, un gloussement maniaque qui la fit reculer. Je lui racontai tout, la cave, le revolver, le suicide. Ses yeux s'emplirent d'horreur, puis de calcul. « Tu es fou, Alexandre. » Mais, il le méritait. Était-ce de l'amour ou de la peur? Elle m'aida à nettoyer, douche brûlante, alibi forgé. J'étais avec toi toute la soirée, au cinéma Le Champeau, un vieux Godard. Nous répétâmes le mensonge comme un duo de théâtre absurde, becquétien dans sa futilité. Le lendemain, les journaux hurlèrent « Suicide choc, ex-directeur de l'Étoile Lumière se tire une balle ». Spéculation folle, dépression due au scandale, dette cachée, adultère fatal. La police conclut vite. Pas d'enquête poussée pour un bourgeois désespéré. Étienne fut enterré discrètement à Père-Lachaise, sous une pluie fine qui lava les tombes comme des péchés. Je ne vins pas. À la place, j'envoyai des fleurs anonymes, des lys blancs, symboles de pureté moqueuse. Sophie et moi retombâmes dans une routine tendue, Élise nous observant comme des suspects. La vengeance accomplie laissait un vide, un creux au ventre comme après un festin empoisonné. Mais les fantômes ne dorment pas. 2 semaines plus tard, un coup à la porte. 2 inspecteurs de la PJ, visage de pierre taillé dans le granit breton. Monsieur Lefebvre, nous enquêtons sur la mort de Monsieur Duval. Des anomalies. Mon sang se glaça. Ils avaient trouvé la vidéo, le fait que j'avais fabriqué, mais qu'Étienne avait peut-être anticipé. Il a laissé un testament numérique. Vous y êtes mentionné. Chez le notaire, dans un bureau lambrissé du 1er arrondissement, la révélation frappa. Étienne m'avait légué tout, sa fortune, 2 millions d'euros, sa collection de vins rares, et une lettre. « Alexandre, si tu lis ça, c'est que tu m'as tué. Mais je t'ai pardonné d'avance. Utilise ça pour Élise. Et souviens-toi, la vraie trahison était la mienne, envers Claire. Elle vit, à Lisbonne. Va la voir. » Le notaire glissa une adresse portugaise. Étais-je piégé? Un suicide planifié pour m'hanter? Sophie, lisant la lettre, pâlit, il savait. Il t'a manipulé jusqu'au bout. Discorde, elle voulait l'argent pour recommencer, une vie sans ombre à Nice. Moi, je voyais un piège d'Étienne, même mort, l'emportait. La presse renifla l'affaire, un podcast sensationnel, Le Pacte brisé, dépeignant Étienne en victime tragique, moi en manipulateur froid. Les lecteurs ou auditeurs se divisèrent. Certains me voyaient en justicier, vengeant un ami trahi, d'autres en monstre, un Iago français détruisant pour un email futile. Le chaos public vint lors d'un débat télévisé sur France 2, où un avocat people disséquait l'affaire. Lefebvre a divisé la nation, héros ou parricide symbolique. Les réseaux sociaux bouillonnaient, vengeance parisienne trending, des mèmes de moi en bourreau masqué. Élise, exposée, fondit en larmes à l'école. Les enfants disent que papa est un tueur. La culpabilité me rongeait, un cancer lent. Je décidai de fuir, un billet pour Lisbonne, Sophie et Élise Antou, laissant Paris à ses jugements. Mais au Portugal, sous le soleil azuléjo, la twist finale. Claire était réelle. Vieillie, cheveux poivre et sel, elle m'accueillit dans un appartement surplombant le Tage. Étienne m'a sauvé, Alexandre. Ton sacrifice. Il l'a honoré en me protégeant. Pas d'enfant, pas de stérilité. Juste un mensonge pour me tester, pour voir si j'étais capable de loyauté absolue. Étienne n'avait pas tué. Il avait orchestré une mise en scène pour me libérer de mes chaînes auto-imposées. Ma vengeance? Un meurtre gratuit, un fil de la Vierge dans le vent. Je rentrai à Paris, brisé, rendant l'héritage à sa famille. Sophie partit, emmenant Élise. Seul, je marchais les quais, la scène indifférente. La trahison ultime, la mienne, envers moi-même. De retour à Paris, la ville me parut étrangère, comme un amant infidèle qui a changé de parfum. Les haussmanniens du 8e, avec leurs balcons fleuris de géranium, me narguaient de leur indifférence prospère. La tour Eiffel, ce phallus de fer, luisait sous les projecteurs comme un mensonge scintillant. J'avais tué pour rien, ou pire, pour une illusion tissée par un homme que j'avais haï sans mesure. Étienne, ce marionnettiste posthume, m'avait forcé à affronter le vide.
Sans lui, sans clerc fictive, qui étais-je? Un clerc de notaire raté, un père absent, un mari défaillant. La vengeance, ce roman noir que j'avais écrit de mon sang, se révélait un vaudeville cruel, à la Feydeau, où les portes claquent et les vérités fusent comme des confettis empoisonnés. Les suites judiciaires furent un lent supplice, un drip de Camus dans l'absurde. Malgré l'héritage et la lettre, des doutes persistèrent. Un expert balistique nota des incohérences dans la trajectoire de la balle, pas un suicide classique, monsieur l'inspecteur. La PJ rouvrit le dossier, me convoquant au quai des Orfèvres, ce bastion gothique où les âmes se confessent sous les verrières sales. L'interrogatoire dura des heures. Café tiède, cigarettes interdites, un flic bedonnant me toisant par-dessus ses lunettes. Voissier Duval, n'est-ce pas? L'email, l'embauche. Et cette femme, Sophie, qu'il vous a volée. Je niai, bien sûr, mon alibi Godard tenant bon. Sophie confirma, les yeux baissés, son mensonge une armure rouillée. Mais la presse, cette meute affamée, ne lâcha pas Libération titra, le meurtre parfait ou le suicide trompeur. Des éditorialistes divisés. Les uns pleuraient Étienne, victime d'une amitié toxique. Les autres me canonisaient Alexandre Lefebvre, justicier des trahisons ordinaires. Sur X, l'ancien Twitter, les traites enflammaient. Justice pour Étienne vs vengeance légitime, des milliers de voix anonymes me jugeant depuis leur salon parisien. Une féministe notoire accusa ma revanche d'être patriarcale, centrée sur l'ego masculin. Un libertarian la défendit comme acte souverain contre le système. J'éteignis mon téléphone, me réfugiant dans des lectures oubliées. Les liaisons dangereuses, où Valmont paie de sa vie ses jeux cruels. Était-ce moi, le merteuil de l'ombre? Élise, ma boussole brisée, revint un week-end, déposée par Sophie dans un café du Palais Royal. Elle avait grandi en un mois, ses yeux verts, héritage de Claire, réel ou non, me transperçant. « Papa, pourquoi tu as fait ça ?» Je lui racontai une version édulcorée. Pour protéger les gens qu'on aime, parfois on fait des erreurs. Elle hocha la tête, sage au-delà de ses ans. « Maman dit que tu es un héros triste. » Héros? Le mot me brûla. Nous marchâmes jusqu'au Louvre, main dans la main, admirant la Jocelyne, ce sourire énigmatique qui en sait trop. « Un jour, je te dirai tout, » promis-je. Peut-être. Sophie opta pour la séparation, un divorce à l'amiable scellé chez un avocat du 16e, avec pension pour Élise et une clause de silence mutuel. On s'est aimé, Alexandre. Mais ton cœur appartient au passé. Elle partit pour Marseille, une nouvelle galerie face à la mer, emportant nos souvenirs comme des coquillages cassés. Seul dans l'appartement, je bus du vin de ma propre cave. Un clos de Vougeot volé à l'héritage d'Étienne, toquant des nuits blanches où les regrets dansaient comme des ombres chinoises. La vengeance m'avait libéré, oui, mais en me dépouillant. Plus d'illusions, juste la nudité crue de l'âme. Le twist final, celui qui cause encore des débats dans les dîners parisiens, vint des archives. Une lettre de Claire, datée de 2016, jamais envoyée. Alexandre, Étienne m'a sauvé, mais c'est toi qui m'as tué en premier. Ton silence sur nos doutes, ta peur de l'engagement. Pardonne-moi de t'avoir laissé porter le fardeau. Elle vivait, recluse à Lisbonne, peignant des toiles de la mer infinie. Je ne la contactais pas. Certains fantômes doivent rester spectraux. Aujourd'hui, je vis modestement, consultant freelance pour des boîtes de luxe mineurs, écrivant un journal que nul ne lira. Paris m'a pardonné, ou fin de l'oublier. Les scandales passent comme les modes. Ai-je eu gain de cause? La fin est ambiguë, une forme de paix, teintée de bic ACH, où la trahison révèle que le vrai ennemi est le miroir. Et vous, lecteur, de quel côté êtes-vous? Justicier ou assassin? La ville des Lumières ne juge pas. Elle illumine et attend votre verdict.